Alors, la mission de Sibérie orientale de l'an 2000 se passait sur deux terrains de la Iakoutie septentrionale. La basse Kolyma, où nous avions déjà été à plusieurs reprises, et donc on retrouvait des populations connues. Et puis un nouveau terrain qui était la moyenne Kolyma, qui en russe Sredny Kolimsky. Alors, la basse Kolyma, donc on a poursuivi chacun dans son compartiment, Boris Chislov, Christian Mallet et moi-même, donc c'est des recherches de chacun. Et c'était la nouveauté donc de la basse Kolyma, c'était d'aller de la moyenne Kolyma où nous n'avions jamais été, c'était d'aller voir des populations, des enclaves, des vrais isolats pour le coup. Alors l'une était dans une enclave évène, Berezovka, et c'est un village qui n'avait pas été étudié, Et donc, par des Occidentaux, parce qu'il y avait avec nous un professeur, Robeck. Vous connaissez Robeck? C'est un évène professeur de linguistique, qui était originaire de ce village, et c'était quand même une bonne introduction, parce que à Tchersky, j'avais eu, où on pouvait, Tchersky, c'est au nord c'est en basse Kolyma, et c'est la ville qui dessert les populations que nous allions voir. On passait toujours par Tchersky pour aller voir les Tchouks, etc., dont j'ai parlé plus tôt. Donc, en basse Kolyma, cette population évène où nous préparions à aller, j'avais eu quelques mises en garde de gens vus à Tchersky qui m'ont dit les évènes n'aiment pas les questions. Les évènes ne racontent pas facilement leurs histoires. Bon, je me suis dit, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que c'est un nouveau terrain, on est étranger, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Et donc, on a toujours fait cette séance d'introduction pour dire ce qu'on venait faire, etc. Et pour aller de famille en famille, il y a une femme merveilleuse, évène de la région, qui m'a dit « Si tu veux, je t'accompagnerai. » Oui, Andina. Alors, moi, j'avais ma traductrice. J'ai eu, pour ces 2 dernières missions, une traductrice fantastique qui est en photo, Sakayana Evseyeva, qui est une Yakoute de la capitale, et donc que j'avais eu par l'université pour ses études de français. C'était pas une interprète au sens propre du terme, mais elle était parfaite pour m'aider. Et puis, alors là, j'avais en Sibérie un schéma d'enquête qui était complètement écrit pour être sûr, comme c'est des langues que je ne connais pas, donc je m'étais beaucoup orientée vers les questions, la famille et la fécondité, donc ça rayonne sur pas mal d'autres choses, hein, parce que c'était des enquêtes ouvertes, hein. Et puis l'alimentation. Donc, parce qu'il était également à la mode d'aller étudier les systèmes alimentaires dans différentes populations. C'était à la mode en anthropologie biologique. Donc,
autour de ça, autour de l'alimentation, on peut dire beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les croyances, autour de ça, les nourritures qu'on peut manger dans telle circonstance ou pas, à tel âge ou pas, etc. Pas uniquement, littéralement, ce qu'on mange et comment ça se prépare. Mais alors, avec Sakayana, ça fonctionnait très bien parce qu'elle questionnait et puis ça faisait sérieux, elle avait son schéma d'enquête, mais en même temps, elle savait très bien ce qui m'intéressait. Quand elle voyait une ouverture, elle s'y engouffrait selon justement la réponse. Et toujours, il s'est passé que elle posait les questions, mais les gens me répondaient à moi, ce qui change les choses. Hein. Parce que si ça avait été un dialogue entre eux, moi je me sentais un peu en dehors de ça. Et des gens comprenaient que c'était moi que ça intéressait, ils me répondaient à moi. J'ai trouvé que c'était assez bien, puisque je n'avais pas eu, au Groenland, je fonctionnais sans interprète. Ce qui me donnait, bon, pas mal de liberté et en même temps une contrainte, parce que est-ce que j'avais bien compris la réponse ? Je recroisais mes questions pour être sûre que j'avais bien compris. Parfois, ils me disaient, mais je t'ai déjà répondu, tu ne me crois pas? Je dis, si, mais je ne fais pas tout confiance. Et puis, l'effort pour poser la suivante, là, je n'avais pas ce problème-là, mais au fur et à mesure, je comprenais de plus en plus ce que les gens répondaient, mais pas assez pour être tout à fait sûre de moi. Et comme elle s'effaçait dans la conversation, tout en étant très sympathique aux gens, ça a très très bien fonctionné. Et puis on a eu alors, bon, du coup, quand on pouvait aller vers le chamanisme, les croyances, elle y allait. Ça a été vraiment une elle continue d'ailleurs à m'appeler maintenant avec WhatsApp, c'est quand même incroyable, alors que là-bas on n'avait aucun contact avec rien du tout, personne. Hein. Maintenant, le monde change. Voilà, elle est donc en Yakoutie. L'hiver dernier, elle avait moins 50 pendant une semaine, mais enfin bon. Et quand la première fois que je suis partie avec elle de Yakout, elle m'a dit, mais Joël, on allait au bord de l'océan glacial arctique. Joël, je vais avoir froid. Alors j'ai dit, écoute, je crois que si quelqu'un va avoir froid, c'est plutôt moi la parisienne, plutôt que toi. Non, elle était tout à fait charmante. Et donc, on est allé, alors avec cette femme Even Ouyandina, qui a été un atout fantastique pour justement les Even parlaient. Voilà, les Even parlaient. Et en plus, dans ce village de Berezovka, on est resté plus longtemps que prévu parce qu'il n'y avait pas d'avion pour sortir. Donc, ça a été une belle enquête. Et alors, ce qui a été assez aussi émouvant, c'est que quand enfin un avion est arrivé, une grande partie des gens du village est partie dans le même avion, surtout les plus âgés, mais enfin bon. Et ils ont fait dans la ville de Sredne-Kolimsk un banquet pour nous. C'est incroyable. Et ils ont pris la parole en nous remerciant. Et notamment Ouyandina m'a porté un toast en disant je remercie Joël parce qu'elle m'a permis de réfléchir sur ma propre culture, sur ma société, et comme elle est aussi enseignante de langue Even à l'université, je crois que je l'ai fait progresser d'une certaine façon. Alors ça, on ne peut pas espérer mieux que ça. Ça a été une très belle expérience. Alors ça, c'était une enclave Even dans une terre yakoute. Donc eux vivaient de la chasse aux rennes et à côté, il n'y avait que des Yakoutes éleveurs de bovins. Et après, peu de temps après, dans cette même mission, nous sommes allés dans une autre enclave, Nalimsk, qui était une enclave yakoute, où vivaient ces éleveurs de bovins. Donc, alors après, dans ce séminaire-là, sur les différentes civilisations du Renne, dans la préhistoire et actuelle, on posait la question, est-ce que c'est
l'environnement qui crée la culture ou l'inverse. Ben là, avec le même environnement, on avait deux cultures complètement opposées. Parce que bon, les Évènes ne buvaient pas un verre de lait, et les Yakoutes n'élevaient pas le renne et vivaient essentiellement du lait des vaches ou des chevaux. C'était assez intéressant d'en discuter dans un colloque mélangé préhistorien et anthropologue. Alors, donc, pour reparler, bon, c'est ce dont j'ai parlé dans ces différentes missions sibériennes se retrouve dans des publications comme celle-ci. Et dans celle-là, je raconte un épisode qui se passe chez une femme tchoukche que je revoyais pour la troisième fois et qui m'a demandé, elle allait visiter, je m'étais intéressée beaucoup au rituel de mort parce que c'est important, et elle allait visiter la tombe de sa fille qui était morte un an auparavant, et il y avait une cérémonie pour sa fille, et j'étais son hôte de marque. Et donc, elle m'a demandé comme ça d'être... donc, j'étais la première à participer au rituel. Il fallait nourrir le feu, nourrir la morte, nourrir tout ça. Et c'était extrêmement touchant d'avoir cette... Donc, je raconte ça. Ça, c'est une publication qui a été faite sous la direction de Christian Mallet, où justement, on pouvait aborder des sujets qui ne sont pas classiquement... abordé dans les publications rigides et scientifiques. Toutes ces histoires de Sibérie, alors c'est aussi... alors, il y a aussi le Kamtchatka, finalement, en 2004, la dernière sibérienne. C'était le Kamtchatka, il n'y avait pas de Boris Chichlo, il y avait Christian Mallet et ma chère Sakayana, là. Et là, c'était une enclave évène, le village s'appelle Anavgai, avec la ville la plus proche, Esso. Et donc, c'est une enclave évène au milieu des Itelmènes et des Koryaks. Donc, tous ces rapports interethniques, tout ça, c'est intéressant à voir. Et justement, dans un des livres, là, je décris, non pas celui-là, le bleu là. Là, j'ai décrit donc cette mission Kamtchatka à Anavgai, et le problème aussi que j'ai rencontré un peu partout, des populations déplacées. Au Kamtchatka, c'est déplacé, déporté, plusieurs fois. Les récits sont incroyables. Je les ai reproduits là, tel qu'il m'était dit. Là, tout à coup, vous partez d'ici et puis c'est fini, on ferme le site. Enfin, pour les mettre dans des kolkhozes, alors que c'était des éleveurs de rennes, des kolkhozes qui développaient la culture maraîchère ou des choses comme ça. Enfin, c'est terrible, l'histoire de ces régions. Ça fait froid. Oui. Oui, pour cette région-là dont je parlais, donc Esso-Anavgai, on a eu la chance aussi d'aller voir le troupeau de rennes dans son campement et d'assister à la scène qu'ils appellent chorale, c'est-à-dire ils regroupent tous leurs rennes, ils les trient, ils les vaccinent éventuellement et ils en éliminent quelques-uns pour leur consommation. Donc c'est aussi une très belle scène que j'ai pu filmer dans un film. J'ai fait 2 films sur les évènes de Beryozovka et les évènes du Kamtchatka. Donc ce sont des vidéos qui sont gérées par le CNRS et qui sont d'accès libre.